Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pêle-mêle. Aujourd'hui, on parle d'une galère trop banalisée, la précarité étudiante, et d'une réponse simple, humaine, mais terriblement efficace, l'association Studelp, qui fête ses 4 ans aujourd'hui. Nous recevons Florian Ripper, cofondateur de cette superbe association. Bonjour Florian. Bonjour Hugo, bonjour Nathan. Alors, on va te laisser te présenter très brièvement, même si tu es connu par le plus grand monde. Je suis Florian, du coup, un des 3 cofondateurs de l'association Studelp qu'on a créée en mars 2021. Et je suis aujourd'hui directeur général du coup de l'association. D'accord. Donc ça fait 4 ans que tu l'as lancé. Ouais, c'est Aujourd'hui ça. tu fêtes les 4 ans, j'ai vu que vous avez fait un Exactement. réel dessus. Exactement. Vous avez remixé un peu bref. Ouais, on s'est dit qu'on était dans la tendance et qu'on allait être obligé de se basculer sur des carrément. contenus type bref. Mais ouais, on a fêté nos 4 ans aujourd'hui du coup. Si vous voulez que je vous raconte, Bien oui. sûr. Du coup, Évidemment. L'idée sinon tu serais pas. sur la création de l'asso, en gros, juste pour vous expliquer le contexte, du coup on est en mars 2021, pleine sortie de confinement. Et on a un média donc brut, c'est Rémi Buzine qui est le premier vrai journaliste à s'intéresser à la précarité étudiante. Okay. Et en fait, il va filmer une distribution alimentaire où on voit pour la première fois 300-400 étudiants qui font la queue dans une distribution alimentaire. Je crois qu'à l'époque, c'était les Restos du Cœur. Et avec mes 2 potes d'enfance, du coup, Elias et Anas, donc nous on a la chance d'avoir grandi dans le 14e et 15e arrondissement à Paris, on voit ça. Moi à cette époque-là, je suis responsable com et marketing dans des écoles de commerce, donc au contact d'étudiants. Okay. Et en voyant ce reportage-là, on se dit mais est-ce que c'est la réalité du terrain ou est-ce que c'est ce que les médias à l'époque voulaient nous montrer ? Et on se rend compte qu'en fait, plein d'étudiants sont dans le besoin, des étudiants avec qui moi je mange le midi mais qui sautent des repas mais qui finalement osent pas forcément en parler, soit par honte, soit par timidité. Et on se rend compte que finalement c'est un réel problème et que t'as plein d'étudiants qui sont en galère. Donc de là, on décide dans un premier temps juste de créer des comptes sur les réseaux. Insta, Twitter, où c'est vraiment parti de zéro. On n'avait pas du tout de modèle associatif, on n'avait vraiment rien. Et de là, on se dit, on va relayer les témoignages d'étudiants qui sont en galère. Donc en gros, les étudiants nous envoyaient des témoignages en disant je saute des repas, c'est compliqué pour moi. Et d'un côté, on avait plein d'étudiants qui nous envoyaient des témoignages régulièrement. Et de l'autre côté, en fait, on avait plein de personnes qui voulaient s'engager mais qui savaient pas trop comment le faire. Donc genre des retraités, des familles, même d'autres étudiants qui voulaient aider d'autres étudiants et qui savaient pas trop comment le faire, nous donner un paquet de pâtes, nous faire un don financier, sauf que nous, je donnais mon RIB, mais on n'avait pas du tout de modèle associatif, ni rien à ce moment-là. Et très rapidement, en gros, on s'est dit, mais attends, en vrai, la solution, elle est peut-être sous nos yeux. Pourquoi on crée pas un concept tout simple qui permet justement de mettre en relation ces étudiants qui sont en galère et de l'autre côté, des particuliers qui vont pouvoir les aider par quelques courses. On avait le volet aide alimentaire était vraiment le point d'entrée de l'asso, mais peut-être on le verra après, mais l'objectif, c'était surtout de créer du lien entre l'étudiant et la personne qui allait l'aider. Et dès qu'on a lancé le site internet, sans quasiment aucune communication, à cette époque-là, on est en mars 2021, on reçoit plus de 400 demandes d'étudiants qui viennent pas que de Paris comme initialement prévu. On ne voulait pas brûler les étapes, on voulait vraiment uniquement viser les arrondissements, même pas la banlieue parisienne. Okay. Sauf que les 400 demandes, elles viennent de toute la France, Paris, Lille, Marseille, Lyon, Toulouse. Donc c'était la panique à bord puisque tu avais 400 demandes d'un côté d'étudiants et en face, c'était le cousin du pote qui habite à Marseille, qui faisait des courses pour l'étudiant, etc. Donc c'était un peu le système D, mais c'est vraiment de là que tout a démarré. Ouais. Mais c'est quoi en gros la précarité étudiante ? Qu'est-ce que tu appelles la précarité étudiante ? C'est vrai que c'est un terme qui est quand même assez fort et même nous c'est un terme qu'on employait beaucoup au démarrage de l'asso, mais finalement j'essaie de moins l'employer parce que ça peut être aussi rabaissant pour les étudiants de dire je suis en précarité alimentaire. Au final ça veut dire quoi être en précarité alimentaire ? Nous aujourd'hui, et notamment c'est une question qu'on nous pose souvent, comment est-ce qu'on vérifie qu'un étudiant est vraiment en galère et qu'il est vraiment en précarité justement ? Ça c'est compliqué et toutes les assos que tu recevras sur la précarité étudiante te diront nous on n'a pas les moyens d'aller vérifier le compte bancaire de l'étudiant, vérifier qu'il est vraiment en galère. Donc c'est du déclaratif entre guillemets où nous on demande quand même, il y a 5-6 questions auxquelles doit répondre l'étudiant pour vérifier qu'il est réellement dans le besoin et qui permet quand même de filtrer aussi ceux qui sont dans le besoin de ceux qui le sont pas. Mais le terme précarité étudiante, c'est un terme quand même assez fort mais qui arrive vraiment en sortie de confinement et aujourd'hui vous les avez je pense les chiffres, mais c'est un étudiant sur 2 qui saute des repas pour des raisons financières. Nous on lance plein d'études, pas que sur l'aide alimentaire, sur les sorties sportives, sur le nombre d'étudiants qui pratiquent pas de sport pour des raisons financières, sur le nombre d'étudiants qui se sentent seuls et isolés pour les fêtes de fin d'année. Donc on essaie un peu d'être en action-réaction et de créer diverses plateformes et divers contenus en fonction de tout ça. Et du coup, au moment où vous lancez Studelp, est-ce que
vous pensez à ce que cette association prenne autant d'ampleur sur les 5-10 prochaines années? Non, pas du Tu tout. vois, aujourd'hui, si je me permets, t'as quitté ton boulot d'avant, Ouais. si je peux me permettre, et aujourd'hui t'es investi à 100% Ouais, dans l'assaut. c'est Donc, ça. C'est que ça a vraiment cartonné. Ah en ouais, tout cas, carrément. que ça a Et fonctionné malheureusement, au-delà des espérances. ça a malheureusement cartonné, mais moi aujourd'hui, je suis fier de pouvoir Sûr. être en CDI dans ma propre asso qu'on a nous-mêmes créé. Mais c'est vrai que les grosses accélérations qu'on a eues, et on en a déjà parlé, mais c'est avec la Fondation Paris Saint-Germain notamment, parce qu'au début, on n'était pas connus, on a eu 2-3 articles par-ci par-là, et d'un coup, on a le PSG qui arrive et qui nous dit, aujourd'hui, on a la Fondation Paris Saint-Germain qui s'appelle aujourd'hui PSG for Communities. On veut aider des étudiants, on ne sait pas trop comment faire parce que c'est entre guillemets une cible qu'on n'a pas aujourd'hui forcément. On est la fondation, ils sont dans les hôpitaux pour les enfants malades, les joueurs vont à la rencontre des enfants, etc. Ils font beaucoup de maraudes aussi auprès des sans-abri, mais ils n'étaient pas du tout sur le volet étudiant. Et à cette époque-là, c'est Sabrina Delannoy et Candice Prévost, ces 2 anciennes joueuses de l'équipe de France féminine, qui étaient dirigeantes de la fondation PSG, qui nous contactent en nous disant on a un projet pour aider les étudiants, c'est les cantines solidaires, où les étudiants vont avoir un repas qui est offert le midi par un chef, ils vont avoir accès à des sorties sportives, culturelles, ils vont pouvoir visiter le Parc des Princes, avoir des goodies, etc. Est-ce que vous êtes chaud pour ramener 200, 300 et après potentiellement grossir le projet? À cette époque-là, on dit oui, alors qu'on a 100 étudiants inscrits en Ile-de-France, mais ils nous demandent 250, 300 étudiants. Forcément, on voit l'opportunité, donc on dit oui directement. Et je crois que c'est peut-être un mois après, on signe une convention et on se retrouve tous les 3. En plus, on est 3 potes d'enfance à avoir créé l'asso, supporters du PSG. Et je me souviens, on est tous les 3 la veille de la première distribution alimentaire, au PSG, au Parc des Princes, dans le stade complètement fermé. Il est 21h, on a le stade que pour nous, en train de préparer nos sacs, etc. Et là, je me souviens, on va tous les 3 dans la tribune, on se regarde, on se fait putain, mais c'est quand même ouf. Il y a 2 mois, on se posait la question, en vrai, est-ce que ça vaut le coup de créer une plateforme, une application? Est-ce que vraiment ça va fonctionner? Est-ce que ça va être un modèle pérenne? Parce que faut trouver des gens pour aider les étudiants en face. Et finalement, on se retrouve 2 mois après au Parc des Princes à discuter avec aujourd'hui Fabien Allègre, qui est le directeur com et marque du PSG, qui fait partie quand même des grosses têtes du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc on se retrouve, c'est complètement lunaire, tu vois, 2 mois auparavant, on savait pas si on allait vraiment créer l'asso. On n'avait même pas, je crois, au moment où le PSG nous contacte, on n'avait même pas nos modèles, nos statuts associatifs. Donc on n'avait même pas encore lancé officiellement l'association. Et on se retrouve avec le PSG, on a Twitter France aussi qui nous a contactés à l'époque pour faire une collecte. Les salariés de Twitter France avaient fait une collecte dans leurs locaux et ils cherchaient une asso en gros pour récupérer les différentes denrées et les redistribuer derrière. Et ils nous contactent en se disant j'ai vu qu'ils ont eu un article dans Studyrama, je vais les contacter, je pense que c'est une grosse asso, etc. On n'avait même pas de locaux, on n'avait même pas encore commencé à faire nos statuts. Et pareil, ils nous contactent par téléphone, on a, je crois que c'était 100 ou 200 kilos de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. Est-ce que vous êtes chaud pour les récupérer? Là, encore une fois, on dit oui, pas de souci, vous inquiétez pas, on va les récupérer. Et je me souviens, ils viennent, moi j'habitais dans le 19e avenue Jean Jaurès, la rue est catastrophique, ils arrivent à 6 dans des Uber, et d'ailleurs on est encore en contact avec eux, ils arrivent à 6 dans des Uber, il pleut. Et en sortant du Uber, elle me dit mais écoute, je comprends pas, ils sont où vos locaux, comment on se retrouve? Et j'habitais dans le 19e, au-dessus d'une pharmacie et d'un kebab, le truc c'était lunaire, j'avais 30 mètres carrés, pas de locaux. Et donc je lui explique, je dis en fait moi j'habite juste au-dessus, je vais tout stocker chez moi le temps de la distribution et on va le redistribuer dans 2 semaines, 3 semaines. Et là où ça pourrait effrayer, tu vois, parce que c'était quand même des grosses têtes de Twitter, c'était les affaires publiques, juridiques, etc. Donc c'était quand même des cadres qui étaient là depuis longtemps et autres. Ça pourrait les effrayer de se dire, attends, en vrai on a récolté 100 kilos, on sait pas qu'est-ce qu'ils vont en faire derrière? Je sais pas qu'ils vont pas les garder, les revendre, etc. Donc ça s'est quand même super bien passé derrière parce qu'on a tout redistribué, on les a même conviés et autres. Mais tu vois, c'est quand même parti de zéro. Et nous, surtout, il y a une relation de confiance finalement. Ouais, exactement. Et ça nous a surtout permis de nous crédibiliser dès le début parce que au bout de 2 mois sur les réseaux, et nous l'avantage qu'on a c'est dès qu'on fait X ou Y action, directement on balance sur nos réseaux, on fait de LinkedIn, etc. Et forcément quand tu dis PSG, on a eu Deloitte aussi dès le début, quand tu dis on fait une opération avec Twitter, et du coup tous ces partenaires-là, en fait c'est, en tout cas concernant le PSG et Twitter, c'est eux qui vous ont contacté. Le PSG c'est via un contact qui s'appelle Nicolas Pernès, comme moi je bossais dans le monde du sport et qui est un milieu très consanguin aujourd'hui, c'est que tout le monde se connaît dans le monde du sport et forcément la fondation PSG cherchait une asso sur la précarité étudiante. Mon pote a entendu parler de ça, il nous a mis en relation, on a fait un call et finalement ADN Sport, du coup ça a super bien matché avec Candice Prévost et Sabrina Delannoy, les anciennes joueuses, parce qu'on avait le même ADN et que ça a fité et en même pas un mois on a réussi à faire le premier événement. Mais ouais, c'est vraiment parti de là. Et
Là où on nous demande souvent, ouais, vous avez le PSG, vous avez beaucoup de grosses boîtes, Deloitte, Carrefour, etc. Le PSG, est-ce qu'il vous donne 10 millions d'euros, 1 million d'euros? C'est les questions qu'on a quand on fait des conférences ou autres. Aujourd'hui, le PSG ne nous accompagne pas réellement financièrement. C'est de la location de lieux. On a quand même le Parc des Princes gratuitement pendant toute une journée. Je crois que c'est 4 fois dans l'année où les étudiants viennent. Et ça, pour les étudiants, c'est génial. Pour ça, c'est incroyable. T'as Presnel Kimpembe qui est venu distribuer des paniers avec les étudiants. T'as Gonzalo Ramos qui est venu il n'y a pas longtemps aussi distribuer des denrées aux étudiants. Et puis ils ont toujours, à chaque fois, en fait, il y a l'aide alimentaire qui, nous, est toujours le point d'entrée de l'asso, mais on essaie de les aider sur d'autres volets, puisqu'on sait que l'étudiant est en galère. Pourquoi ? Parce qu'il ne trouve pas de stage, d'alternance, qu'il n'a pas les bons outils pour refaire son CV, sa lettre de motivation. C'est beaucoup d'étudiants internationaux et qui n'ont pas forcément les codes justement du recrutement ici en France. Donc on sait qu'ils ont besoin de tous ces outils-là, et le PSG le fait très bien. Tu as des thématiques en fait, sur chaque cantine solidaire. Employabilité, la dernière fois c'était Friperie où les étudiants pouvaient récupérer des vêtements de seconde main, des goodies qui étaient offerts par le PSG, etc. Des ateliers de refonte de CV. Exactement. Donc on essaie d'être autre chose que juste de l'aide alimentaire, où c'est ce que, si vous regardez les distributions alimentaires aujourd'hui, l'étudiant vient, il récupère son panier repas, il fait 3 heures de queue dans le froid, il discute avec personne, il récupère son paquet de pâtes entre guillemets et il rentre chez lui. Nous on veut éviter ça et faire moins d'étudiants, mais que l'étudiant puisse échanger avec nous, qu'on puisse essayer de comprendre pourquoi il est en galère. Et puis que ça dure une journée finalement, où l'étudiant se régale. Ouais, c'est ça. Et moi, je sais que j'ai participé à quelques distributions. Franchement, c'est des super journées. Ouais, et puis pour les étudiants, tu vois, t'en as beaucoup qui sont fans de foot et tu leur dis faire une distribution alimentaire au PSG. Visite du Parc des Princes. Bon, après, ça crée de la jalousie parce qu'on a des antennes un peu partout en France et du coup, les étudiants là de Montpellier nous ont dit pourquoi nous on peut pas aller au Parc des Princes? Parce que le stade c'est la Mosson, les gars, je suis désolé. On va les envoyer à la Mosson. En plus, ça brûle en ce moment. En ce moment, c'est cool. Apparemment, c'est une bonne ambiance à Montpellier. Mais ouais, c'est vraiment parti de là. Et après, on a une grosse accélération avec de la visibilité. Le Monde, comme je te disais, on a fait France 2. Et là où c'était galère pour nous de trouver des médias qui s'intéressent à nous, alors que le projet était quand même assez innovant, tu vois, ça n'existait pas à cette époque-là, mais c'est dès qu'on a eu l'article dans Le Monde plus le journal du 13h sur France 2. Ça a donné de la crédibilité. Là, c'était incroyable. En fait, là, t'as eu un pic. Une bascule qui est arrivé direct. Ouais, moi j'étais en poste à ce moment-là à PPA et justement, je passais mes journées à répondre au téléphone pour aller faire France 2, faire RTL, machin, etc. Ouais, c'est à ce moment-là que tu t'es dit, il faut absolument que je me consacre plein temps. C'est ça. Le Monde, ça nous a permis d'avoir quand même, je crois qu'on a eu plus de 2000 nouveaux donateurs, donc nouvelles personnes qui se sont inscrites. D'accord. En même pas 72 heures. On a eu 10 000 euros de dons financiers de particuliers qui en gros allaient sur le site, regardaient un peu l'asso, comment on était structuré et qui nous faisaient des dons en direct. Et après, comme tu as dit, effet domino, tous les médias qui nous calculaient pas quand on envoyait un CP, là on les a tous dans nos contacts. Et c'est ça qui est cool aussi aujourd'hui, c'est que on a réussi à construire un gros réseau. Dès qu'on a des actus ou autres, les médias sont quand même assez friands. Malheureusement de parler de précarité étudiante, mais en tout cas de relayer les belles initiatives. Mais toi, tu avais déjà une expérience de la création d'une association ou d'un projet similaire ou jamais? C'était vraiment tout nouveau, t'es parti jamais. Zéro connaissance, même parmi tes 2 potes avec qui t'as fait? Ah ouais, non, les 2 autres ils sont pas très débrouillards en plus. Donc, ils sont toujours aussi actifs aujourd'hui? Ouais, ils sont. Si Anas et Elias nous regardent, c'est cadeau pour vous les gars. C'est cadeau. Mais l'avantage qu'on a eu surtout, c'est que, et j'en parle souvent avec des étudiants qui veulent créer leur asso ou créer leur entreprise ou autre, c'est qu'on avait des profils hyper complémentaires tous les trois. Moi j'étais plus sur la partie marketcom, Elias lui il est plus sur la partie logistique, donc c'est lui qui gère les distributions alimentaires, ce genre de choses. Et Anna c'est consultant informatique en IT, donc lui il crée les sites internet, sur l'expérience utilisateur, etc. Donc on avait 3 profils assez complémentaires, mine de rien, et je pense que c'est ça aussi qui a fait la force de l'asso. Puis tu avais tout un storytelling qu'on a au fur et à mesure réussi à construire en disant voilà, on est 3 potes d'enfance. Avec cette belle photo prise au Parc des Princes d'ailleurs. Ouais, avec la belle photo prise au Parc des Princes, exactement. Mais ouais, on est vraiment parti de zéro en se disant vas-y, on jette une bouteille à la mer, on va tenter des étudiants, pardon, ouais, j'ai bugué. Mais finalement, tu vois, 4 ans plus tard, on a aidé 12 000 étudiants dans toute la France. On a quand même plus de 8 000 personnes qui se sont inscrites pour aider les étudiants. Donc c'est quand même un concept qui est basé sur l'engagement citoyen parce que sans les particuliers qui font les courses pour les étudiants, le concept aurait pas pu voir le jour, et on a eu la chance d'avoir de la visibilité, mais aussi de passer par les groupes Facebook. Ça a été notre plus grosse source aujourd'hui de revenus de donateurs entre guillemets. C'est là où on avait le plus de monde qui s'inscrivait. Mais ouais, le concept aujourd'hui, c'est ce qui a fait la force de l'asso, c'est que il y a beaucoup de gens qui voulaient s'engager pour la précarité étudiante, et d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui. Les gens veulent s'engager pour les étudiants, veulent aider, mais savent pas trop comment le faire.
Et généralement, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas faire un don de 50 euros, 100 euros à une asso, au Resto du Cœur, ou tu vas faire du bénévolat au Resto du Cœur. Mais les gens ne savaient pas que tu pouvais t'inscrire sur notre site, remplir un formulaire en 10 secondes, on t'envoie les coordonnées de l'étudiant qui est au plus proche de chez toi, tu vas le contacter, lui faire des courses, et puis tu sais que c'est un engagement terrain concret parce que les 10, 20, 30, 40 euros que tu vas mettre pour des courses pour l'étudiant, tu sais que tu vas le rencontrer physiquement, tu vas pouvoir échanger avec lui, tu vas pouvoir voir pourquoi il y a un lien social. Exactement. Et c'est ce qui a fait la force, je pense, de l'asso dès le début. Et entre le moment où tu as lancé l'association, donc du coup, tu nous as expliqué, elle a quand même très bien fonctionné, malheureusement quand même. Heureusement pour toi, mais malheureusement pour la situation. Mais est-ce que la situation globale en France, on se souvient tous des reportages qu'il y a eu pendant le Covid, qui étaient assez marquants, enfin, d'étudiants qui faisaient la queue pendant des heures et des heures. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation, elle est un peu la même en France toujours ? Est-ce que c'est une situation encore très précaire chez les étudiants ? Et d'autres infos ont pris le dessus, en tout cas dans l'actualité médiatique ? Ou alors ça a quand même tendance à revenir à une certaine normalité, si on peut se permettre le terme. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que j'ai participé à une conférence à la mairie du 14e, là, il n'y a pas longtemps, où justement la personne qui animait disait mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle moins de précarité étudiante parce que, il l'a dit un peu avec ses mots, mais c'est un sujet entre guillemets qui a un peu moins tendance qu'il a été il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais qu'aujourd'hui, du coup, tu vas. Même les journalistes nous le disent. C'est un peu mis sous le tapis. C'est ça, quand on fait des distributions alimentaires, les journalistes nous disent non, j'en ai fait une il y a 1 mois, j'en ai fait une il y a 2 mois. Et les journalistes, généralement, ce qu'ils veulent, c'est aller chez l'étudiant. Aller au plus près de l'étudiant, sauf qu'un étudiant qui est en galère, il a pas forcément envie de parler à France 2, France 3 et de retrouver sa tête dans les médias. Avec 3 caméras braquées sur lui, forcément c'est un peu intimidant. C'est ça qui est un peu compliqué, mais la précarité étudiante, malheureusement, elle ne cesse d'augmenter, et nous on le voit aujourd'hui, c'est que les demandes qu'on avait historiquement, elles étaient quasiment que sur de l'aide alimentaire, où on nous contactait en nous disant voilà, j'ai plus d'argent pour me nourrir, là c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, les demandes qu'on a, elles sont sur des vêtements chauds notamment, et beaucoup d'étudiants qui, là c'est catastrophique, on a des étudiants qui dorment dehors. Il y a 1 mois, c'était il y a 2-3 mois, on a un étudiant qui nous a contacté sur WhatsApp en disant écoutez, c'est un ami à moi qui m'a dit de vous contacter. Je suis à l'université de Nanterre. Je dors au centre commercial de je sais plus, c'est Westfield La Défense. Dans le centre commercial, je dors dans les escaliers. J'ai plus aucune solution. J'ai été hébergé par un ami pendant 1 semaine, 2 semaines. Et là, je dors dans les escaliers depuis 48 heures. Je sais pas quoi faire. On m'a donné votre numéro. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que vous pouvez m'aider, me payer une chambre d'hôtel une nuit ? Et c'est vrai que les demandes, elles sont de plus en plus urgentes aujourd'hui. Et moi, le leitmotiv, l'ambition de l'asso dès le début, c'était de pouvoir aider tous les étudiants qui étaient en galère dans toute la France. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est impossible d'aider tout le monde. Il y a beaucoup trop d'étudiants en galère. C'est ça, t'as tellement de demandes d'étudiants aujourd'hui que même nous, on n'arrive pas à absorber la demande d'étudiants. Et c'est pour ça qu'on est obligé de faire des distributions alimentaires et de les multiplier aujourd'hui. Parce qu'on reçoit tellement de demandes qui sont de plus en plus urgentes qu'on est obligé de compenser avec des courses, de compenser avec des distributions, et ne serait-ce aussi pour discuter avec les étudiants. Même si on sait que t'en as quand même qui arrivent à s'en sortir, t'en as qui étaient dans des situations compliquées, mais qui aujourd'hui arrivent à s'en sortir parce qu'ils ont trouvé un stage, une alternance, un CDD, un job étudiant, etc. Mais c'est très compliqué aujourd'hui. Ça me permet de rebondir sur... tu parlais du coup que des étudiants galèrent à faire du sport, galèrent à se loger, galèrent à trouver des vêtements chauds. Aujourd'hui, Studelp, c'est plus qu'une association alimentaire. C'est une association qui est très polyvalente, je trouve, notamment par des projets. Si tu peux nous en expliquer quelques-uns. Ouais, carrément. On essaie d'être un peu dans l'action-réaction avec l'asso, et dès qu'on... Typiquement, on a lancé une étude il y a 1 an et demi où on s'est rendu compte que tu avais, je crois que c'était un peu plus de 70% de nos 12 000 bénéficiaires qui passaient les fêtes de fin d'année seuls parce qu'ils étaient éloignés de leur famille, parce qu'ils étaient étudiants internationaux et qu'ils n'avaient même pas d'argent pour se nourrir, donc pas d'argent non plus pour faire les allers-retours et aller rencontrer leur famille sur les fêtes de fin d'année. Donc pareil, action-réaction, on a créé une plateforme qui s'appelle les repas solidaires, ou même concept que Studelp, sauf que là c'est sur un one-shot, on met en relation un étudiant seul pour les fêtes de fin d'année, qu'on met en relation avec une famille qui veut l'accueillir sur un repas, sur un goûter, sur un dîner, et tu as eu plus de 500 repas qui ont eu lieu là sur les dernières fêtes de fin d'année. Donc ça s'est lancé en 2024. Ouais, exactement. Qui a été une franche réussite, et notamment, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, des médias et de la visibilité. C'est toujours compliqué de trouver des axes un peu innovants. Et là, là c'était bingo, parce que c'était un sujet qui était complètement innovant pour les médias, qui avait jamais été fait. Et surtout, on a été là où je pense que d'autres acteurs sont pas forcément dispo sur cette période-là. Moi, du 23 décembre au 2 janvier, on a fait encore une fois tous les médias, on était dispo pour leur répondre, pour faire des reportages télé, etc. Et ça a quand même permis d'aider plus de 500 étudiants. T'en as qui ont été... T'as une maman dans le 15e qui a accueilli 7 étudiants internationaux le 31 au soir. 7 étudiants qui n'avaient pas la même nationalité, dont certains qui parlaient anglais, etc. Elle nous a envoyé une photo, c'était assez incroyable. T'en as une autre qui a accompagné un étudiant pour visiter Montmartre, 2 étudiants, et elle leur a payé le repas et le goûter juste après. Enfin, tu vois, t'as plein de belles histoires
qui se crée justement avec Studelp, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on se rend compte que les gens aident, mais même si l'étudiant est plus forcément dans le besoin, il garde quand même contact. Lien, ouais, c'est ça qui est assez fou. Et quand on va à Toulouse, à Montpellier, etc., on rencontre des donateurs qui sont là depuis 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et qui nous disent l'étudiante que j'ai accompagnée aujourd'hui, elle est plus forcément dans le besoin, mais elle vient quand même dans ma famille, passer un petit repas ensemble, etc. Donc ça permet vraiment ce côté-là de lien social, et c'est pas quelque chose qu'on avait vu au démarrage. Nous, c'était vraiment aider l'étudiant par un panier repas. Mais c'est aujourd'hui ce qui fait vraiment la plus-value de l'asso, je pense. Le lien social, ouais, ouais, carrément. Et mine de rien, on va pas se mentir, c'est aussi ce qui intéresse les fondations d'entreprises, les entreprises qui nous soutiennent financièrement, etc. Elles voient le côté aide alimentaire, mais elles pourraient très bien accompagner toutes les assos qui font des distributions alimentaires dans toute la France. Mais là où on a le côté innovant, c'est que tu peux engager leurs collaborateurs, tu peux engager les salariés à faire des collectes, ce genre de choses. Et c'est vraiment l'engagement citoyen qui fait la différence. Ouais. Et t'as des étudiants qui étaient en situation de précarité qui ont intégré l'asso après ou pas ? Ouais, carrément. On essaie justement à chaque fois d'avoir une boucle, notamment auprès de nos bénéficiaires. Nos bénéficiaires, généralement, ils veulent tous faire du bénévolat. Donc nous, on en profite aussi pour toucher un maximum d'étudiants et d'avoir un maximum de monde en bénévole pour nous aider sur les distributions alimentaires, sur les collectes, quand on reçoit des livraisons, ce genre de choses. C'est un peu le moyen qu'ils trouvent eux pour pouvoir nous remercier de l'aide qu'on leur fournit, mais ouais, on en a quand même beaucoup qui s'engagent en tant que bénévoles. Et derrière, moi, la plus belle boucle, ce serait derrière de pouvoir recruter un de nos anciens bénéficiaires dans nos postes. C'est un peu ce qu'on a sur nos antennes qu'on crée un peu partout en France. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'anciens bénéficiaires qui a créé une antenne. Ça va peut-être voir le jour là prochainement à Lyon, où on a un ancien bénéficiaire qui c'est celui qui a bossé à la Fondation PSG grâce à l'association, encore une fois. Donc ouais, on essaie quand même d'impliquer nos bénéficiaires dans l'association, ne serait-ce que aussi, tu vois, dans les process d'inscription, de savoir les questions qu'on peut poser ou non aux étudiants, les questionnaires qu'on fait passer aux étudiants. On essaie quand même de les impliquer, que ce soit les étudiants ou les donateurs aussi. Puis ça vous permet de garder un suivi finalement sur vos bénéficiaires, de ce qu'ils deviennent après. En vrai, c'est plutôt sympa. Et puis c'est là où je pense qu'on se différencie aussi avec Studelp versus d'autres assos, c'est que on est très terrain. Et là où dans d'autres assos, tu vas faire une distribution, les étudiants vont te dire mais j'ai jamais croisé le président, le DG, le cofondateur, machin de ça. Nous, ils nous connaissent tous, ils nous ont déjà croisés au moins 2-3 fois, ils ont notre numéro. Ils ont ton numéro de téléphone. C'est un peu chiant d'ailleurs, mais ils ont quand même notre numéro, donc ils nous envoient pas mal de messages. Mais c'est ça aussi qui fait la force de Studelp, c'est plein de belles rencontres. Et je sais plus avec qui j'en parlais, mais justement en termes de... Je me posais la question, est-ce que je continue sur Studelp, est-ce que je change de taf, machin, etc. Mais je pense typiquement que je suis pas prêt à changer de taf aujourd'hui parce que humainement ça m'apporte tellement de choses de rencontrer tu vois, tu te lèves le matin, tu sais que c'est des étudiants qui sont en galère, qui ont du mal à se nourrir, que tu vas aider. Oui, et puis les journées ne se ressemblent vraiment pas en plus. Les journées se ressemblent pas, on a des nouveaux partenaires qui arrivent tous les 3-4 mois, on a de nouveaux projets qui arrivent un petit peu partout, des médias, des nouveaux médias, etc. Donc non, c'est clair qu'on s'ennuie pas, il y a pas de routine. Et puis entre retrouver un taf où tu vas pas être forcément en lien avec les valeurs de l'entreprise, et là d'être dans ta propre association, un projet qu'on a nous-mêmes créé, enfin tu vois, il y a rien de plus beau aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est des questions qu'on s'est posées, mais ouais. Et dans ton parcours, tu es rentré en contact avec pas mal d'autres assos pour savoir un peu comment ça fonctionnait, comment la lancer administrativement. Je vous conseille vraiment de basculer sur un sujet qui est très épineux, qui a jamais été abordé par les médias, c'est la concurrence entre les assos. Parce que mine de rien, tu vois, vu même l'extérieur, là, ça peut être malsain. Je te l'assure complètement, et notamment sur notre volet à nous, il y a plein d'assos avec qui on s'entend très bien, et notamment localement, et c'est très communautaire. Dans le 15e, 14e, on se connaît un petit peu tous, mais les autres grosses structures associatives, et notamment sur la partie étudiante, c'est des coups dans le dos, c'est tout, en mine de rien, en fait, tout le monde prospecte un petit peu le même type d'entreprise, les mêmes fondations, on est un peu tous sur les mêmes appels à projets, etc. Et du coup, typiquement, dès qu'on s'implante dans des villes et que d'autres assos nous voient arriver, c'est pas putain, trop bien les gars, vous venez, on va pouvoir aider encore plus d'étudiants, ce qui est notre philosophie. C'est ouais, attends, ok, vous arrivez, mais par contre, nos créneaux, nous, c'est ça, donc vous avez pas intérêt à reprendre nos créneaux de distribution. Enfin, tu vois, c'est moi où j'ai été dans des écoles de commerce où c'était un environnement qui était hyper concurrentiel, où typiquement on se mettait des coups dans le dos sur des salons, etc. C'est un environnement que j'ai un peu retrouvé mine de rien dans les assos, et je trouve que c'est un peu dommage parce que en plus de ça, je trouve que personne n'en parle aujourd'hui, mais bon, c'est un peu tout le monde est un peu hypocrite mine de rien en se disant c'est tout beau, on essaie tous de s'entraider, de faire des labels, de tous faire
d'avoir une entraide entre toutes les assos, mais la réalité elle est complètement tout autre. Dès que tu parles d'argent et dès que tu as la possibilité de récupérer quoi que ce soit auprès de fondations, auprès d'entreprises ou autres, là il n'y a plus de copains, il n'y a plus d'associations. C'est dommage de penser à l'argent ouais, c'est ça. Quand on défend une cause noble, aussi noble que c'est ça. Nous, vraiment, nous on était... Pourtant, on a quand même été assez naïfs au début, où justement, nous, notre philosophie, c'était de se dire, on veut aider un max d'étudiants, et c'est toujours la même philosophie, peu importe. Et nous, tu vois, dès que je passais à la radio, je faisais des petites passes D à tel asso, m'envoyer les coordonnées de tel asso aux journalistes, etc. Je pense que j'ai aucune asso qui nous a jamais fait de passe D pour ne serait-ce que récupérer 3 produits alimentaires ou quoi que ce soit, tu vois, alors que... Mais ouais, non, c'est dommage, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est pas trop abordé. Ouais. Pour aider un maximum d'étudiants, ça serait bien que les assos s'entraident, quoi. Et complètement, c'est ce que je disais, je sais plus, à une journaliste il y a pas longtemps, c'est qu'il faudrait justement que tous les gros acteurs se réunissent. Ils se réunissent pour parler au ministère des Solidarités, etc., pour essayer de trouver des solutions pour les étudiants. Ils se réunissent, mais c'est pareil, c'est un peu hypocrite parce que ils peuvent pas se piffrer et que ils essaient de trouver des solutions sans vraiment en trouver. Mais c'est vrai que d'avoir une coalition entre toutes les grosses assos et les grosses structures associatives, ça permettrait peut-être que le problème soit solvable. Et puis... Ouais, c'est ça. Ça permettrait de trouver des solutions parce qu'aujourd'hui, l'État fournit X euros à des associations qui font des distributions alimentaires, mais au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois max, les 1 million d'euros ou je sais pas combien sont déjà utilisés par les assos parce qu'elles achètent la majorité des produits et parce qu'au final c'est pas une solution qui est pérenne. La nôtre, elle est peut-être un peu plus que des distributions alimentaires parce que ça coûte moins cher et que c'est basé sur l'engagement citoyen et que souvent les gens qui aident, ils aident sur la durée du coup. C'est là où on se différencie un petit peu, c'est que la personne qui va aider l'étudiant, c'est sur 6 mois minimum et parfois ça peut être 2 ans, 3 ans ou durant toute la scolarité de l'étudiant, tu vois. Grâce à Studelp, en tout cas moi j'ai participé en tant que bénévole, mais j'ai vu des étudiants qui n'avaient jamais pu assister à un match de foot ou jamais aller à l'opéra par exemple. Studelp permet ça aussi aux étudiants, grâce à aux partenaires de Studelp, de les emmener voir des événements sportifs ou même culturels. Ouais, carrément, et on peut que remercier le PSG. On a eu l'Opéra Comique, c'est l'Opéra Comique de Paris qui nous a offert 200 places au 3e rang pour les étudiants qui n'avaient jamais été voir un opéra. On a des étudiants qui nous ont envoyé des milliers de messages derrière pour nous remercier. PSG, on a plein d'étudiants qui sont fans de foot, fans du PSG, qui se sont retrouvés dans le virage Auteuil à chanter pendant des gros matchs. PSG-Brest, je crois, c'était en Ligue des Champions. Donc Racing Métro aussi. Racing Métro aussi, le Racing nous offre aussi pas mal de places parce que mine de rien après ils sont pas obligés de le faire mais c'est des places qu'ils vont pas utiliser en fin de journée, donc c'est vrai que plutôt que de les gâcher, autant les offrir à des personnes qui n'ont pas la chance de c'est ça, et puis après ils sont malins aussi, l'objectif c'est peut-être de les fidéliser, que les gens aient envie de revenir derrière, mais ouais, on a la chance de pouvoir avoir pas mal de partenariats là-dessus. On essaie aussi de faire des sorties sportives pour les étudiants, comme je disais, on en a plein qui pratiquent pas de sport pour des raisons financières. Avec Studrun. Mais l'avantage de Studelp, c'est que tu peux le décliner pour tout et n'importe quoi. Studlove, on peut faire tout n'importe quoi. C'est le prochain Tinder. Attention. Tu rigoles, j'ai déjà réfléchi, j'ai déjà un concept. Mais ouais. Tous les jours, t'as des concepts différents. Ah ouais, je sais, mais c'est insupportable, j'en peux plus. Studlove, j'adore. Mais non, du coup, on a créé Studrun. On n'a pas encore fait la première sortie, mais l'objectif, c'est de faire courir les étudiants dans Paris. Et qu'ils puissent tous se rencontrer, échanger entre eux et leur faire visiter Paris en même temps. Donc on a fait un premier groupe WhatsApp où je crois qu'on a un peu plus de 100 étudiants qui sont déjà dans ce groupe WhatsApp. D'accord. Et qui attendent notre go là pour faire la première sortie. Avis à vous deux, je sais que vous êtes des grands runners. N'hésitez pas, on cherche des coachs assidus. Surtout que les clubs de running en ce moment, moi, je veux bien faire la voiture balai, moi, si vous voulez. Je ramène les gourdes. Il y aura un marathon. Fidèle. Et après, franchement, tu rigoles. Mais j'aimerais beaucoup faire une course. Ouais, carrément. Parce que, c'est une question qui serait venue en tout cas dans le fil de nos questions. Mais t'as quoi comme idée en tête? J'imagine que t'en as 10 000 à la minute. Ouais. Mais des projets fous que t'aurais en tête ou des envies vraiment, ou peut-être même que le pic ce serait que l'association n'existe plus. C'est un peu ce qu'on dit, c'est quand on a créé l'asso, 4 ans plus tard, on s'est pas dit on va aider 12 000 étudiants. Nous, l'objectif c'était de plus être là parce que ça aurait signifié qu'on avait plus besoin de notre aide, mais le projet le plus fou, y a une asso qui s'appelle Copain qui fait un festival. J'aime beaucoup le projet, mais qui prend quand même pas mal de temps et d'énergie. Nous, on est que là où d'autres assos, et d'argent aussi, mais là où d'autres assos sont 300, 400 bénévoles plus une cinquantaine de personnes à temps plein. Nous, on est que 3 à temps plein à gérer l'asso dans toute la France avec tous les projets. 3 à temps plein, dont 2 qui sont en CDI. C'est ça. Grosse boîte en plus. Ouais, c'est ça.
Donc c'est très compliqué pour nous, tu vois, de se projeter, mais le projet le plus fou serait d'exporter Studelp à l'international et d'aider d'autres étudiants en Belgique, en Suisse. On reçoit des demandes aussi d'étudiants qui sont dans d'autres pays. En Belgique, on en reçoit pas mal aujourd'hui. On sait que, on parlait il y a pas longtemps du Maroc, où il y a beaucoup d'étudiants aussi qui sont en galère. Mais le projet le plus fou, ce serait d'aller à l'international ou de créer une course solidaire. Okay. De créer notre propre course du coup et de l'avoir régulièrement, ou tournoi de foot, tout ce genre de choses, tu vois, qui nous permettrait, mine de rien, en gros l'idée de tout ça, c'est de faire connaître l'asso, de faire courir les étudiants et de leur faire pratiquer du sport, mais surtout 3, de trouver des solutions d'autofinancement, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué pour les assos de s'en sortir. Nous on a plein d'accompagnements de fondations d'entreprises, généralement c'est des accompagnements sur 3 ans. Mais là, typiquement, on est dans la 3e et dernière année dans la plupart de nos fondations partenaires. Okay. Donc ça signifie que dans l'année prochaine, on a potentiellement quasiment plus de fonds qui vont arriver. Et les seuls fonds qu'on aura sera nos fonds propres, les fonds de nos solutions d'autofinancement, boutiques solidaires. Donc tu vois, on aura vraiment zéro moyen aujourd'hui de se financer. On a 0 € qui nous viennent de subventions publiques aujourd'hui, malheureusement. Je sais pas si c'est par manque de... Je pense que c'est plus par manque de temps. Parce que nous, le peu de temps qu'on a alloué, on est très terrain et on essaie d'aller justement à la rencontre des étudiants, et on a un peu plus de mal à aller faire popote entre guillemets à la mairie de Paris, d'aller échanger dans des soirées de networking pour échanger avec le ministre des Solidarités, etc. C'est con parce que c'est ce qui nous servirait d'avoir peut-être un peu plus d'argent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu de mal à le faire. Moi j'ai une idée, pourquoi tu ne demanderais pas à la CP15, tu les connais très bien, et faire une journée par exemple foot, tournoi de foot organisé avec des étudiants, etc. Repas le midi. Ouais, on a pas mal de clubs qui nous... Sandwich merguez. Surtout pour le sandwich merguez. Je viendrai que pour le sandwich merguez. D'ailleurs, je pense que vous aussi. Ouais. Je me fais un petit peu, mais... On a plein de... L'avantage qu'on a aussi, c'est qu'aujourd'hui, mine de rien, on a quand même un peu de visibilité un petit peu partout en France. Et du coup, on est souvent contacté par des clubs, par d'autres entreprises, par des médias. Là, on a la chance, on va faire c'est la course du Grand Paris, ou la grande course du Paris de la RATP, qui est là pas ce week-end-là, mais le week-end d'après. Le week-end prochain. Ouais. C'est dans le métro. C'est dans le métro, et il faut être à l'heure. Je suis un mentir. mais on participe du coup, et c'est un marathon, semi-marathon, et ça part de République et ça arrive au Stade de France. Gros événement, il y a plus de 13 000 coureurs, et c'est un ancien étudiant que j'avais en cours de PPA Sport qui travaille là-bas et qui est sur la partie bénévolat RSE. Et en gros, on va avoir la chance d'avoir un stand. Les participants, les coureurs vont pouvoir nous redonner des produits, des vêtements de sport, des produits alimentaires, des produits d'hygiène ou autres. Donc on va faire une collecte sur 3 jours et récupérer aussi tous les invendus, les gaspillages alimentaires. D'accord. Et du coup, cet événement, ça dure 3 jours. Nous, on est là sur 3 jours, mais l'événement est le dimanche. D'accord. La course est le dimanche, mais tu sais, il y a le village olympique, le village où ils viennent récupérer les dossards, etc. D'accord. Mais du coup, on a la chance d'avoir ce genre de projet-là qui arrive régulièrement et qui nous permettent, nous, justement aussi d'avoir pas mal de visibilité. Tu vois, mine de rien, 13 000 personnes. Sur les 13 000, t'en as bien 50 qui vont vouloir aider les étudiants et s'inscrire pour devenir. On l'espère en tout cas. On l'espère, on le souhaite. Et du coup, tu parlais des antennes de Studelp, parce que c'est nouveau, ça fait quelques mois seulement que. Ouais. Et pourquoi ce système d'antenne? Pourquoi pas simplement Studelp, mais en France? Parce que, en gros, on a la chance de pouvoir être accompagné par pas mal de fondations d'entreprises, notamment Bouygues Télécom, qui nous accompagnent sur du mécénat de compétences. Et en gros, ce qu'on nous a expliqué, et moi c'est quelque chose qu'on découvre, tu t'en parlais tout à l'heure, comment est-ce que vous avez créé l'asso, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez? On a tout appris sur le tas, faire des bilans comptables, faire un rapport d'activité, etc. C'est des choses que j'ai découvert il y a même pas un an et demi. Mais du coup, la fondation Bouygues nous a aussi appris que justement, il y avait tous ces éléments-là de notion de rapport d'impact, qu'il fallait aussi avoir une capacité de d'essaimage. C'est un mot que je connaissais pas, que j'ai appris via les fondations, mais d'essaimage, en gros, de pouvoir dupliquer ton modèle dans toute la France. Et c'est souvent la suite logique d'une asso au bout de 3 ans de création. Et du coup, nous, c'est un petit peu là où on en est actuellement, c'est que la suite logique de Studelp, c'est qu'on savait qu'on n'était que 3 à gérer l'asso dans toute la France, mais qu'on ne pouvait pas se dupliquer parce qu'on avait des demandes un petit peu partout. Ouais, et puis faire les déplacements. Et puis les étudiants voyaient des distributions alimentaires en région parisienne, ils nous disaient mais je comprends pas, pourquoi vous venez pas à Lille, pourquoi vous venez pas à Rouen, à Toulouse, à Montpellier, etc. Donc on essayait d'y aller en fonction des opportunités qu'on avait, mais on savait qu'à un moment donné on allait devoir compter sur d'autres gens motivés et des bénévoles notamment qui allaient pouvoir nous soutenir, et c'est ce qui s'est passé. En fait, c'est très simple, on a fait un genre d'appel à projet auprès de nos bénévoles, bénéficiaires, donateurs, pour savoir en gros si les gens voulaient s'impliquer un peu plus durablement dans l'association que simplement faire des paniers repas pour les étudiants. Et on a reçu plus de 60 demandes, donc d'étudiants, de donateurs, etc., qui voulaient justement dupliquer le modèle de Studelp un petit peu partout en France.
Donc un peu, on a fait des candidats, on a fait des bien sûr. entretiens de motivation entre guillemets pour savoir si les gens étaient vraiment motivés. Parce que sur le papier, toi demain je te dis créer une antenne à Lyon, tu vas me dire ok je suis chaud. Mais finalement quand je vais te dire tous les samedis tu vas devoir te déplacer, faire une collecte, aller récupérer les produits, donner de ton temps personnel, prendre ta voiture, machin, ça, c'est quand même il y a quand même un engagement. mais T'as pas de voiture, ok. mais t'as le permis. Mais j'ai le permis. Ça, c'est important. Et ça, c'est important. Mais ça tu vois c'est quand même compliqué de trouver des gens motivés et j'en ai eu plein. On a été jusqu'à créer les logos, etc., de potentielles antennes un petit peu à Limoges, Bordeaux, etc. Et une semaine avant le lancement, les gens m'ont dit non, en fait, je me sens pas de créer l'assaut parce que c'est trop d'engagement et je veux pas vous faire perdre votre temps. Donc ça qui est un peu compliqué, mais on a quand même eu la chance d'avoir un donateur qui s'appelle François sur Aix-en-Provence qui lui a aidé les étudiants par plusieurs paniers repas. D'accord. Et en gros, lui typiquement, il nous a dit en fait moi j'aimerais bien aller plus loin, pouvoir aider un étudiant. C'est cool, mais j'aimerais bien vous aider à aller faire du porte-à-porte, à aller distribuer des flyers, etc. Et le projet d'antenne lui correspondait parfaitement. Donc on a Aix-en-Provence et on a Montpellier aussi qu'on a créé. Le lancement s'est fait la semaine dernière. Et là pour le coup c'est marrant parce que c'est des profils un peu différents. T'as un donateur sur Aix et sur Montpellier c'est un étudiant que j'ai eu en cours qui lui est étudiant international mais connaissait pas Studel à son arrivée en France. Et quand il a découvert Studel, il m'a dit mais en fait moi j'ai envie de vous aider parce que quand je suis arrivé j'ai été en galère mais je connaissais pas forcément Studel, j'ai envie de potentiellement aider à mon tour des étudiants. Donc lui typiquement c'est Ryan du coup qui pilote l'antenne de Montpellier et on voit que ça marche super bien parce que t'as un gros engouement, t'as plein de bénévoles. Là, on a fait le lancement à Montpellier, ils ont déjà un noyau dur de 20-25 bénévoles, pareil sur Aix-en-Provence, Okay. des étudiants, des retraités, des familles, etc. qui veulent aider, qui vont distribuer des flyers. Surtout que c'est des villes très étudiantes. Ouais, Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, même Montpellier. Ouais, Montpellier, Montpellier, ça fait partie des villes où t'as eu un reportage, c'était à l'université Paul Valéry, t'as plus de 1000, je crois que c'était 1500 étudiants qui faisaient la queue sur une distribution alimentaire. Ils avaient laissé ouvert pour tout le monde. Et t'as 1500 étudiants qui sont venus faire la queue, je crois que c'était dans le froid à l'époque en plus. Ouais. Donc la situation là-bas, elle est assez catastrophique. Et l'objectif des antennes, en fait, c'est pas vraiment de faire que de la distribution alimentaire, mais c'est de faire des sorties sportives, culturelles, d'essayer de faire des partenariats avec le club de Montpellier. Ce serait peut-être plus simple s'ils sont en Ligue 2 d'avoir des billets, d'avoir des places. En tout cas, on leur souhaite. On leur souhaite de travailler avec Studel. De travailler avec Studel, évidemment. Ah, voilà, ils n'auront pas le choix. On ne souhaite pas de mal au club français. Mais sur Aix-en-Provence, c'est pareil. T'as un club de hand, t'as pas mal de structures, t'as l'Olympique de Marseille avec qui on pourrait travailler, etc. T'as pas mal de structures qui pourraient aussi nous aider par des billets. T'as déjà été contacté, non, par l'Olympique de Marseille? Ouais, on les a eu en contact, on n'est pas partenaires, mais ils nous offrent de temps en temps des places. Ouais, et puis comme tu as précisé que tu étais supporter du PSG, t'as gentiment décliné. On leur a dit, on leur a dit. Mais non, mais c'est vrai qu'on essaie souvent de faire des partenariats, notamment dans le monde du sport, par les gens qu'on connaît ou autres. Et surtout parce que les fondations dans le domaine sportif sont à l'écoute de ces projets-là. C'est ça. À Montpellier, tu as le MHR Solidaire, le club de rugby. Ils ont un gros fonds de dotation. Le Racing aussi, c'est pareil. Le Racing, les places qu'on récupère, en fait, c'est les partenaires qui, dans la convention de partenariat, stipulent qu'en gros, ils payent des places pour des assos. Okay. Ça s'appelle l'opération Cœur Racing ou Racing Cœur, je sais plus. Mais ça permet à plein d'étudiants, du coup, de bénéficier de place, et c'est l'objectif des antennes justement. C'est nous on sait qu'on pourra pas se dupliquer, on a déjà créé quand même donc on a Paris qu'on a créé, Aix-en-Provence, Montpellier, bientôt il va y avoir Lyon, certainement Nantes aussi prochainement, mais l'objectif c'est d'en avoir alors de pas non plus se brûler les ailes et d'en lancer 50 par an, mais d'en avoir 5-6 annuellement. Ouais, c'est ça. Mais quand t'as initié ce projet d'avoir des antennes en France, c'est une analogie qui est peut-être un peu maladroite avec le privé, mais t'avais pas une crainte de te dire est-ce que l'ADN de Sudelp, que j'ai initié moi au tout début en partant de rien, va perdurer? C'est un peu comme le franchisé qui va dire tiens, moi je vais ouvrir un restaurant, mais bon, le patron va se dire faut que ce soit mon ADN. Franchement, c'est marrant que tu dis ça parce que le format de développement des antennes, c'est modèle de franchise. Okay. Moi, je suis vraiment parti d'un truc comme ça en me disant il faut qu'ils aient tous les outils clés en main, le kit de com, le budget, etc., qu'on leur mâche tout le travail et que nous on soit là un peu en format prestataire dès qu'ils ont besoin d'aide et même de formation, tu vois, pour les aider, je sais pas, à voir sur la prise de parole, sur la partie vente, commerce, etc. Donc nous l'objectif aussi c'est de les faire monter en compétences, ces bénévoles là, mais mais du coup non, c'est vrai que l'objectif de ces antennes c'est de pouvoir compter sur des gens solides, de les faire remonter en compétences et qu'ils puissent le valoriser derrière dans leur CV, peu importe le type de profil qu'on a. Sur Nantes, c'est une ancienne directrice d'école qui, elle, a connu la galère des étudiants parce qu'elle avait plein d'étudiants qui, dans son école, étaient dans des situations assez compliquées. Donc, t'as différents profils. Ouais. Je n'ai pas répondu à ta question. Ah si. Non, je suis en train de me dire que j'ai pas du tout répondu. Sinon, je vous laisse, moi, les gars, il n'y a pas de problème. Ah, tu es là.
Non, du coup, on a parlé des antennes. Ouais. Aujourd'hui, Nathan le disait tout à l'heure, est-ce que la situation va mieux ? La réponse est non, du coup. Ouais. On l'a vu. Qu'est-ce qui t'énerve le plus, justement, dans cette situation de précarité des étudiants qui ne cesse de grandir ? Ce qui m'énerve, c'est que souvent, la réponse qu'on nous donne quand on dit venez sur Studelp aider un étudiant, c'est ouais, mais attends, l'étudiant il a qu'à aller travailler, il a qu'à se trouver un job étudiant. Aujourd'hui, si tu veux t'en sortir, concrètement, tu peux t'en sortir, tu peux trouver un job au coin de la rue, comme on disait. Pas du tout aujourd'hui. Moi, je le vois sur le terrain avec notamment des étudiants internationaux. Il y a tellement de lois qui leur permettent pas de travailler un nombre X d'heures. Il y a tellement de lois aujourd'hui qui font que selon le pays d'où ils viennent, ils peuvent pas faire d'alternance dès la première année, ils sont obligés de faire des stages et du coup de payer leur école 5, 6 000, 7 000, 8 000 euros l'année. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, tu as plein d'aides qui sont proposées par l'État et ça, c'est factuel, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la majeure partie de ces étudiants sont pas éligibles à toutes ces aides. T'as il y a des critères spécifiques. Ouais, t'as plus de 2 millions et quelques d'étudiants internationaux qui sont complètement hors scope des aides proposées par l'État et qui se retrouvent complètement délaissés, parce que moi c'est le premier constat que j'ai fait sur le terrain. Dès qu'on a fait nos premières distributions, je disais aux étudiants, mais il y a les APL, il y a les bourses, vous avez quand même tout un tas d'outils qui vous permettent de toucher de l'argent, pourquoi vous trouvez pas un job étudiant, etc. Et on avait fait le test en direct justement avec ces étudiants-là et on s'est rendu compte que plein d'entre eux n'étaient pas forcément éligibles à toutes ces aides. Donc ce qui me gonfle un peu, c'est justement c'est que les gens se rendent pas forcément compte de la réalité du terrain. Donc c'est pour ça qu'on les invite souvent à venir sur le terrain, faire une distribution alimentaire avec nous, de pouvoir échanger avec des étudiants qui sont en galère et qui vont leur expliquer un peu leur réalité. C'est aussi l'objectif de Studelp, c'est d'engager, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de partenariats avec des entreprises, d'engager leurs collaborateurs. Pas pour faire plaisir forcément à l'entreprise, mais derrière pour potentiellement toucher de nouveaux donateurs, ouais, sensibiliser. Mais non, ce qui peut m'énerver le plus, c'est peut-être plus les écoles de commerce, tu vois. On en parlait avant, mais aujourd'hui, malheureusement, et moi, ce qui est con, c'est que j'ai participé à ça aussi, du coup, parce que j'étais responsable comme marketing. Mon objectif, c'était d'attirer un max d'étudiants dans nos écoles, et notamment des étudiants internationaux. Mais malheureusement, aujourd'hui, les écoles font du remplissage pour faire du remplissage. Et tu as des dérives qui sont catastrophiques. Tu as des étudiants à qui on demande de payer 8-10 000 euros l'année sous 2 mois, sous peine de ne pas avoir de certificat de scolarité. Vu que c'est des étudiants étrangers, ils n'ont pas de titre de séjour ou du visa validé, ils doivent rentrer chez eux. Enfin, c'est des situations qui sont hyper compliquées, et les écoles de commerce jouent pas vraiment le jeu aujourd'hui parce que elles font du remplissage, elles demandent aux étudiants... Et moi je le sais, on les accueille en disant regardez, on a le PSG, on a EDF, on a SNCF, on a des beaux logos en partenaire, on va vous aider à trouver votre alternance, on a tel partenaire sur le logement, bien évidemment qu'on va vous aider à trouver un logement. L'étudiant arrive, CV, lettre de motivation, personne ne les aide à refaire leur CV, leur lettre de motivation. Trouver une alternance, c'est impossible, l'école leur donne aucune offre, il y a vraiment zéro accompagnement. Sur le logement, pareil, ils sont complètement délaissés. Donc ouais, je pense que c'est compliqué. À mon avis, s'il y a quelque chose à creuser, une première solution à trouver, je pense que c'est peut-être mieux former les écoles de commerce, ouais, pour essayer de les sensibiliser, même si la plupart vont te dire on n'a pas les moyens humains, on n'a pas les moyens financiers de gérer ça. Je pense que les moyens financiers, honnêtement, elles les ont. Mais c'est aussi à l'État derrière de réguler tout ça. Ouais, bien sûr. De réguler tout ça. Ouais. Mais toi, du coup, ça t'a amené cette association, est-ce que ça t'a amené à avoir un regard beaucoup plus vigilant à la politique? Parce que je pense que même une asso, c'est politique. Ouais, c'est complètement, malheureusement. Et nous, on le voit, c'est qu'on est, comme je te disais, on n'a pas le temps pour aller faire popote avec le maire de Paris, le maire de Montpellier, etc. Parce qu'on manque de temps et parce que aussi, on est indépendant et on veut pas justement qu'il y ait de récupération politique ou quoi que ce soit. Ça a pu être le cas dans certaines assos, donc on fait aussi attention à ce qu'on dit, avec qui on le fait, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui tout est politique et tu veux des subventions. C'est pour ça qu'on a 0 € de subvention publique, c'est parce qu'on fait rien malheureusement aujourd'hui. Mais tu t'entends bien avec telle personne à la mairie de Paris, qui s'entend bien avec telle personne, tu sais que tu vas récupérer 20 000, 30 000 euros de dons de subventions. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est assez compliqué aujourd'hui. Et puis comme tu as dit, les écoles de commerce, c'est très politique, c'est des gens qui ont envie de faire du remplissage pour faire du remplissage, et si demain tu leur coupes t'as des écoles qui font 300, 400, 500 étudiants algériens, sénégalais, etc., et qui les recrutent sans les aider derrière. Si demain tu leur coupes ces 500 étudiants, c'est des milliers et des milliers d'euros qui vont être perdus par ces écoles. Donc, non, mais t'as raison, c'est un vrai constat. Je pense qu'aujourd'hui tout est politique. Bien sûr, c'est politique. Et je pense que j'ai oublié. À partir de ça, on a tout dit. On peut quitter le plateau.
Non, mais par exemple, tu vois, quand on dit que c'est politique, est-ce que ça t'est arrivé de jeter un œil, je sais pas, peut-être que ce que tu n'aurais jamais fait avant dans ta vie, au budget 2025 ou 2024 pour te dire, bah tiens, quel budget sera alloué aux solidarités? Ou pas du tout? Franchement, je suis complètement à la ramasse sur Bah ces ouais. sujets-là. Déjà faire mon propre bilan comptable, j'ai du mal. Autant te dire, on a toujours 1 an et demi de retard sur nos bilans parce que c'est compliqué. Quand on est sportif, les maths, c'est pas notre truc. Ah ouais, non, pas du tout. Bah, ni le sport d'ailleurs. Ouais, ni le sport, ouais. C'est ça qui est fou. Quand on est matheux, on n'est pas sportif, c'est ça, ou un truc comme ça, non? Non, c'est quand on est sportif, on n'est pas matheux. Mais ouais, non, c'est vrai qu'on n'est pas. Enfin, on s'intéresse à toutes les aides qui sont proposées, les repas à 1 euro, etc. Mais c'est vrai que j'ai une méconnaissance sur le sujet et souvent quand on est invité sur les plateaux, on nous a proposé plusieurs fois les BFM, etc. pour aller se confronter aux politiques et autres. La goutte. Moi, je sais que moi j'ai pas le bagage technique, tu vois. Et je préfère être transparent à chaque fois avec les journalistes, de dire je me sens pas de le faire parce que je vais me faire. Tu leur dis par contre sur l'afterfoot, je veux bien. Ah ouais, par contre il faut parler de Montpellier, de Super Moscato Show aussi. Ah, il y a une place à prendre. Ah complètement. Mais ouais, aujourd'hui non, on fait entre guillemets avec nos moyens et encore une fois comme je dis toujours c'est qu'on est très terrain et le peu de temps qu'on a alloué en tout cas on le fait sur le terrain avec des distributions alimentaires, en essayant de rencontrer les étudiants, en essayant de leur proposer des solutions concrètes pour les aider. Ce qu'on sait c'est que c'est un peu une boucle, l'étudiant qui est en galère, pourquoi il est en galère? Parce qu'il trouve pas de stage, d'alternance, de job étudiant. Pourquoi il trouve pas? Parce qu'il a pas de conseils sur son CV, l'aide de motivation, et qu'il a pas forcément les bons outils. Donc c'est un peu une boucle où on se dit que si on l'aide sur ces sujets-là, potentiellement derrière il pourra se sortir. Ouais, c'est ça, ne plus être forcément dans le besoin. C'est pour ça qu'on est quand même accompagné par pas mal de structures justement sur l'employabilité. On a l'APEC qui galère un peu à se faire connaître auprès des jeunes diplômés, auprès des étudiants. Tu peux avoir un accompagnement gratuit à partir de niveau Bac+3 avec un conseiller d'orientation qui va t'aider à refaire ton CV, ta lettre de motivation, t'aider dans ta réorientation et autres. Et ils ont du mal à se faire connaître auprès des étudiants. Typiquement, c'est un acteur que nous on met en avant et qu'on valorise auprès de nos pourquoi étudiants. d'ailleurs ils ont du mal à se faire connaître des étudiants? C'est parce que les écoles ne veulent pas promouvoir ce genre de... Pourtant, tu vois, ils travaillent beaucoup avec les écoles. Ouais, surtout que ça fait longtemps que ça existe. Ouais, ça fait très longtemps. Et ça dépend de l'État, l'APEC. Quand je sortais d'études, mes parents connaissaient, mais tous mes potes parce que c'est le cadre, pas. ouais, parce que les gens assimilent toujours ça. Il faut être cadre pour. Il y a beaucoup ce rapport au fait d'être cadre d'entrée. Mais si je dis pas de bêtises, donc ils nous corrigeront peut-être, parce que c'est l'APEC, on a une belle histoire avec eux. C'est des donatrices qui se sont inscrites pour aider les étudiants, Guillemette et comment elle s'appelle, Béatrice et Guillemette, pardon, et elles ont aidé plusieurs étudiants, et d'un coup elles nous ont contactés en disant attendez, moi je suis responsable partenariat pour l'APEC, je suis au contact d'école, université, j'adore le projet, j'ai envie que mes collègues s'inscrivent pour aider des étudiants. Et de là du coup on est devenus partenaires. Ça fait un petit peu plus de 3 ans et demi qu'on est partenaire de l'APEC et qu'on fait des collectes, des distributions, etc. dans leurs locaux. Mais c'est vrai que les étudiants, encore une fois, je pense que c'est un problème d'outils aussi. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les étudiants savent pas vraiment où chercher, où regarder. Nous, là, j'ai un stagiaire béninois, Clovis, qui me dit attends, mais je suis éligible à ces aides-là, t'es sûr? Mais c'est des aides qui sont quand même assez classiques. L'école et l'université leur donnent pas du tout accès à ces informations-là. Et je pense qu'il y a aussi effectivement une méconnaissance de tous les outils qui existent, que ce soit l'APEC, que ce soit les autres outils. Ouais, c'est ça. Et les aides alimentaires. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est quand même important pour faire un CV ou même un conseiller d'orientation. Ouais, c'est ça. Et puis, vous l'avez vu quand vous étiez étudiant, c'est déjà compliqué quand t'es étudiant en France de trouver une alternance. Alors quand t'es étudiant, que tu viens de l'étranger, que tu parles pas très bien, que tu fais des fautes d'orthographe, que t'as pas forcément les codes, justement, préparer son entretien, etc., c'est compliqué. Mais j'ai des milliers d'exemples. Nous, on a une grosse communauté d'étudiants béninois sur Studelp, et j'en ai plein que j'ai eu en stage, etc. Et notamment des étudiants qui veulent bosser dans le monde du sport. Je passe le bonjour à notre ami Rachidi, qui a été un de nos stagiaires. Il avait un CV incroyable. Son CV, il était parfait. Il avait envie de faire plein de choses. Il voulait être journaliste sportif aussi. Mais il faisait du community management. Il faisait plein de choses. Franchement, il avait un CV incroyable. Mais il avait plein d'entretiens. Mais il n'arrivait pas à se faire embaucher. Et en fait, en l'aidant, en le coachant, je me suis rendu compte que le problème, c'était la manière dont il abordait son entretien. Parce qu'il était un peu trop à la cool. Parce que lui, il tutoyait le mec dès qu'il arrivait. Alors que pas du tout, tu vois. Mais c'est un bosseur, le mec, tu le fais charbonner du lundi au dimanche de 9h à 18h ou autre, il est là sans problème, mais il avait pas forcément les codes. Et lui, en fait, le seul truc qu'il a fallu faire, c'est juste le cadrer, lui dire écoute, ça se passe comme ça, il faut que tu sois plus pro, plus carré, et tu vas pouvoir t'en sortir. Et d'un coup, il a eu 2 offres, je crois qu'il bosse à la Fédé au comité de handisport en Ile-de-France. Donc il a un super poste, et il a trouvé une alternance.
Mais tu vois, encore une fois, c'est comme, si on l'avait pas accompagné sur le coaching, on lui avait pas donné les bons outils, ça aurait pu être compliqué pour lui. T'as su décerner son potentiel aussi. Ouais, c'est ça. Chose que les recruteurs ne voyaient pas au premier abord. C'est ça, exactement. Un peu comme toi au foot quand t'avais 13 ans. Exactement. Les recruteurs n'ont pas vu ton. On promettait une carrière en CFA, moi. Les croisés, tu connais. Voilà, forcément. mais du coup, pour peut-être finir le podcast et revenir sur toi. Tu parles de refaire son CV, etc. Toi, du coup, maintenant, t'as un profil ultra complet. Si jamais demain ça s'arrête, tu reparles à quoi? Parce que du coup, tu sais faire de la comptabilité maintenant, tu sais entreprendre, comptabilité, t'as fait de la communication. Peut-être que t'arriveras à faire 5 jours. Alors, ouais, non, ça c'est toujours compliqué. Mais c'est marrant parce que je postule quand même sur des offres. Ok. Mais plus par curiosité de voir si je correspond voir au si ton profil est toujours. Voir si tu sais toujours te vendre auprès des recruteurs. Mais figure-toi que j'ai 0 retour. C'est fou, ouais, putain, je suis un peu alors dans que le là je fais mais c'est que je touche à quasiment tout, enfin tu vois, mine de rien on pilote un truc mais c'est que j'ai pas de spécialisation et ça je pense que c'est compliqué quand t'as pas une vraie spécialisation et que tu après tu restes spécialisé sport quand même. Ouais, mais plus forcément aujourd'hui avec l'asso, tu vois. 4 ans que oui. Ouais, c'est ça, même si on a le PSG machin etc, mais c'est quand même du concret et de l'associatif. Ouais, mais sur le CV, je veux dire, à la base ta spécialité c'est le sport. Ouais, mais le truc pendant quelques années. Ouais. Mais le truc c'est que je peux postuler sur un poste de responsable com, directeur com, marketing, RSE, enfin tu vois, sur les RP, sur plein de choses. Mais je suis pas spécialisé, du coup j'ai du mal à ne serait-ce qu'avoir des entretiens, mais moi mon rêve ça a toujours été d'être dans les clubs, mais j'ai malheureusement très vite compris que c'était qu'il fallait forcément passer par des agences notamment pour se faire recruter derrière dans les clubs, donc j'avoue que j'ai un peu abandonné. L'agence pour ensuite aller chez l'annonceur. Ouais, j'ai un peu abandonné l'idée, mais en vérité je pense que, et c'est une question que je me pose aussi souvent, je pense que j'ai plus un profil entrepreneur, donc à mon avis ce qui va se passer c'est que je vais essayer de créer autre chose. Peut-être pas sur un modèle associatif, mais t'as plein de. Si vous regardez qui va être mon associé, il y a plein de belles idées, des idées innovantes à créer. Le mec a créé la carte digitale pour les sans-abri. Enfin, tu vois, t'as des milliers d'idées. Avec l'IA aujourd'hui, il y aura plein de trucs. Ouais, avec. J'ai entendu parler d'une startup qui va créer un logiciel qui permettra aux personnes non-voyantes de scanner leur environnement et d'avoir des indications en temps réel de ce qu'il y a autour d'eux. C'est génial, ça. Incroyable. Bon, j'aurais jamais eu l'idée. Mais, on va pas se mentir. Alors qu'il suffit juste d'ouvrir les yeux. Hein. Mais non, j'espère. Non, en vérité, de toute façon, je serai toujours impliqué dans Studelp quoi qu'il arrive, que je sois salarié, pas salarié, parce que c'est notre projet, on l'a créé, et puis avec mes 2 potes d'enfance, on s'est toujours dit que peu importe ce qu'il arrivait, on serait toujours tous les 3 sur le projet. Il y en a un qui est papa et qui a plus beaucoup de temps, mais on arrive toujours quand même à l'impliquer. Il vient sur les distributions alimentaires et autres. Mais ouais, écoute, non, l'objectif serait de créer un projet. On a plein d'idées, plein d'idées qu'on ne peut pas vous donner aujourd'hui, mais il y a plein de choses à créer sur le logement pour les étudiants, il y a plein de choses. Les possibilités sont limitées. Je sais pas si elles sont limitées, mais en tout cas, tu as beaucoup de possibilités. Ouais, et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est que ça va tellement vite. Piste du sport étudiant, les championnats de sport étudiant. Exacup, je sais pas si tu connais Exacup. Non, je connais pas Exacup. C'est ça, ils font des championnats étudiants là, et je crois que c'est reversé à des assos derrière. Il y a un truc. Moi, je sais quand j'étais en STAPS, il y avait un championnat de foot interuniversité. Interuniversité. Ah ouais, t'as peut-être participé. Moi j'avais organisé, quand je bossais au Five, on avait fait la RMC 5 Cup. J'ai connu, j'ai pas fait, mais à ce moment-là c'était avec la FFSU, le sport universitaire. Mais ouais, non, en vérité, il y a plein de choses. Mais le problème, c'est que je suis très estampillé entre guillemets étudiant aujourd'hui, et que du coup, si je crée quelque chose, à un moment donné, j'avais pour projet de créer une école, mais justement qui permettrait de limiter les frais pour les étudiants et de pas leur demander de casser un peu les codes comme LeBron James a fait. Le nouveau LeBron James, c'est peut-être lui. Hein. C'est peut-être lui. Je crois pas. Mais ouais, non, en vrai, il y a plein de projets. Après, il faut des moyens et il faut avoir l'idée, il faut l'énergie, le temps. C'est ça, exactement. Le soutien, tout ça. Et aujourd'hui, Studelp prend quand même énormément de temps. Et ça prend énormément de temps. Et c'est à la fois une bonne chose comme une mauvaise d'ailleurs. C'est vrai, exactement. On espère que ça va continuer, en tout cas. Merci beaucoup. Flo, merci beaucoup. Merci à toi, Flo, merci les amis. Et puis à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir. Au revoir.